Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan. Johan incarne la liberté, voguant sur des sentiers inconnus aux quatre coins de la planète pour trouver son équilibre. Quand t'as plus rien, tu sais, t'as juste à creuser au fond de toi au final de qui j'ai envie d'être, parce que j'ai plus d'étiquette en fait, j'ai plus ma famille à côté, je fais la religion que je veux, j'ai plus d'amis proches, je suis à l'autre bout du monde, je peux être qui je veux. Derrière cette forte personnalité authentique et franche se cache un jeune homme aux réflexions profondes, incarnant la loi de l'attraction. Genre des fois je fais des demandes, j'écris des demandes et le lendemain ça arrive, tu vois, genre c'est vraiment direct tellement j'y crois parce que j'ai cette foi et cette croyance que ça marche, tu vois. Et oui, incarner sa vibration, ses désirs, une philosophie transmise par une mère présente. Ma mère, elle m'a toujours dit, parce que moi je réfléchis beaucoup, tu vois, je suis un hyper mental. Elle m'a dit, arrête de te poser trop de questions. Si tu vibres du flou, l'univers il va t'envoyer du flou. J'ai été séduit par la personnalité de Johan, un jeune homme avec un certain recul sur la vie. J'ai capté que dans le monde occidental, on cherche à avoir plus pour être plus heureux, et qu'en fait, c'est en ayant moins que tu deviens plus heureux, ou que t'es plus épanoui au moins. Johan, c'est un jeune dans l'air du temps. Populaire sur les réseaux sociaux, il fait de l'humour tout en transmettant un message plus spirituel. Il reviendra d'ailleurs sur les enseignements tirés d'une retraite de méditation Vipassana. Donc le désir dans la vie c'est pas mauvais, mais le désir avec l'attachement tu vas en souffrir forcément parce que tu contrôles pas les choses. Sans jamais perdre de vue la réalité. C'est un truc que je reproche un peu au monde du dev perso, des fois c'est genre, c'est très perché, tu vois, genre garde les pieds sur terre aussi, c'est bien beau, moi je suis pour à fond à 2000% tous les trucs avec l'invisible, mais on est incarné sur terre. L'insouciance et la jeunesse. Johan nous offre un discours libre, solaire et conscient. En tout cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire plus que beaucoup, ça veut dire énormément. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Johan. Salut. Comment vas-tu ? J'ai envie de te dire, toi qui es à Paris en ce moment. Ça va, super, écoute, bon mood, je suis rentré de voyage, tout va bien. Bah ouais, et c'est comme ça que je t'ai connu. Je t'ai connu sur plusieurs réels qui sont apparus sur mon Instagram. Et t'avais fait un réel qui m'a marqué sur devenir la meilleure version de soi-même. Et t'as démonté. Ah oui, j'ai eu peur, parce que moi j'ai jamais fait ça. J'ai pas fait de meilleure version de soi-même. Je démontais le truc. Tous ceux qui ont ce discours-là. Ouais, et vrai. Ça m'a hyper impacté parce que j'ai trouvé très très vrai. Donc on va en parler dans cette interview parce que je pense que tu as un véritable franc-parler. Tu mâches pas tes mots, tu vas au bout de tes envies, j'ai l'impression aussi, et c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est oser aller au bout de ses envies, oser qui on veut être. Et j'ai bien aimé ce tempérament. Alors je me suis dit tiens, t'es de passage à Paris, on va voir un peu qui tu es. Là justement, si je fais une soirée, tu connais personne, tu débarques et je dis ah c'est Johan. Et qu'on te demande, très bien, salut Johan, t'es qui ? Tu réponds quoi ? Je réponds pas que je suis créateur de contenu, parce que j'aime bien laisser le mystère. C'est un peu la grosse question de l'identité, mais je me détache de ça, donc je suis un peu qui j'ai envie d'être sur le moment. Si j'ai envie d'être extraverti, si j'ai envie d'être introverti, si j'ai envie d'être le voyageur, ou même m'inventer un truc sur le moment qui me fait kiffer. Comme là, je suis à Paris, je suis pas en voyage, mais je suis quand même dans un délire de vagabondage, tu vois. Ouais. Je suis tout et rien en fait, je suis tout et son contraire, du coup ça dépend vraiment du mood, si je parle avec un mec ou une femme, je me la joue mystérieux un peu. Ouais, tu t'adaptes finalement. Ouais, et vu que pour moi on a toutes les facettes, vraiment sur le moment si je suis un peu down, si je suis un peu effacé, c'est pas grave, alors que les gens ils vont me voir très extraverti sur les vidéos, très... à parler très fort, à prendre un peu la lumière, les projecteurs, tu vois, et que je suis beaucoup comme ça. Mais il peut m'arriver aussi des fois d'être tout l'inverse. Je me cantonne pas à une seule facette, une seule définition. J'aime pas trop dire, justement, j'aime pas trop me qualifier par ce que je fais ou ce que je suis en ce moment, tu vois, c'est très vaste. Ouais, mais tu dis, je dirais pas que je suis créateur de contenu, ça veut dire que ton métier c'est être créateur de contenu ? Non, c'est pas mon métier, parce que j'en vis pas. Mais c'est mon passe-temps principal et un peu ce que je ressens comme être quelque chose qui me fait vibrer, de transmettre, de parler à des gens, etc., de partager, de raconter, d'éveiller. C'est vrai que si j'avais pas les réseaux, vu que je travaille pas et que je suis très dans un truc un petit peu voyage et tout, y a des fois où je me ferais un peu chier, je pense. Ouais, ok. C'est un bon passe-temps et je vois des fois quand j'essaie de m'en éloigner, ça revient vite dans ma vie parce que c'est vrai que j'ai ce truc un peu de partage et de raconter. J'aime bien faire du storytelling, j'aime bien raconter des anecdotes, des histoires qui aident les gens surtout. Je raconte jamais trop des trucs futiles pour
pour me la péter ou quoi, tu vois, en soirée ou même à de la famille, c'est plus qu'est-ce qui va les impacter eux, tu vois, qu'est-ce que je vais raconter pour que ça leur serve dans leur relation ou là pour que eux ils osent faire quelque chose dans leur vie, quelque chose ils vont pouvoir s'identifier, s'inspirer et comme ça ça sert. Sinon moi ma vie je la connais, je sais qui je suis, qu'est-ce que je fais, et, là le voyage au Népal par exemple, je sais ce que j'ai fait, j'ai pas besoin de le raconter si tu veux, j'ai les souvenirs. Mais si je raconte certaines parties, ça va être pour aider et cibler vraiment ce qui peut être le plus impactant pour la personne et qu'elle en retire quelque chose, tu vois, qu'elle ramène les apprentissages avec elle. Alors j'ai plein de questions qui me viennent, alors plein. J'ai envie de revenir quand même à la base. T'as toujours eu, quand t'étais plus... T'as quel âge ? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, et ok. toi ? Alors pour ceux qui écoutent le podcast, ils savent que c'est une question sensible. Ah ouais ? On demande pas ça ? Si, j'ai 38. Ok, c'est vrai ? Ouais. Moi, je fais pas du tout 38 ans, hein, vraiment. Il paraît. Et justement, ça a été... Il y a l'épisode des 1 an où c'était Stéphane Alix, au numéro 58, qui me disait tu parles beaucoup de ton âge, mais t'as quel âge ? Et il pensait que j'avais 30, 28, 30... 32 max, quoi. Ouais, ça, moi, comme je dis, ça me fait plaisir parce que je préfère être dans ce mood-là, parce que j'accepte pas trop mon âge. Ah ouais, ok. J'accepte pas trop vieillir, tu vois. Donc, je sais pas, toi, c'est un truc qui te fait peur, le fait de... Parce que t'as 25. Donc non, ça va, je suis encore dans... Mais je vois que ça passe vite, tu vois. Même quand on parle de Covid, c'était déjà 2019, 2020, ça fait déjà 4-5 ans, tu vois, ça passe vite. Ouais. Mais je fais le maximum pour pas avoir de regrets, et puis je suis dans cet état d'esprit à fond, tu vois, le truc de... Je fais tout ce que je veux, et puis si je meurs demain, je me suis toujours dit, j'aurais pas de regrets, tu vois. Je serais mort avec le smile, et la chose que j'aurais voulu faire en ce moment, elle est déjà en processus. Je peux pas rester dans un mode de vie où j'attends, j'ose pas... Si je le sens, je fonce, tu vois. Mais t'as toujours été comme ça ? Quand t'étais plus jeune, t'avais ce tempérament de raconter des histoires et d'aller au bout de tes envies ? Pas trop. En vrai, je dirais avant mon premier voyage, même pas, c'est avant ma première relation, j'étais très bon citoyen, quoi. Un peu robotisé, j'ai mon taf, je fais de l'argent, je fais mes études. J'avais quelques un peu prémices, tu vois, où j'ai capté que l'école, c'était pas le truc qui allait me faire... Même si j'étais très bon à l'école, c'est pas le truc qui allait m'envoyer... J'avais déjà capté un peu ce truc de pratique et d'expérience, tu vois, donc j'ai direct fait un BTS en alternance pour aller dans le vrai monde, tu vois, dans la vraie vie, pour pouvoir aussi être indépendant financièrement et puis comprendre les vraies choses, parce que l'école ça t'apprend pas grand chose de la vraie vie au final, et dès que j'ai capté que ça allait pas me porter là où j'allais vouloir être, j'ai fait mon truc en alternance, et après j'ai eu une relation à la fin de mes 2 ans, donc vers 20 ans, ça a été tard, hein. Je commençais à bien m'alimenter, aller à la salle de sport un peu. J'avais des petits trucs comme ça, des petits blocs qui ont fait que ça allait de mieux en mieux. Et il y a eu une grosse rupture. Et c'est un peu le truc de j'ai plus d'attache, la famille non plus. Et du coup, j'ai pris un billet d'avion pour l'Australie. Et c'est là-bas que j'ai vraiment découvert la débrouille, qui est ce que j'étais, qu'est-ce que je voulais être. Quand t'as plus rien, tu sais, t'as juste à creuser au fond de toi. Au final, t'as plus trop de distraction, t'as plus trop d'agitation. Et c'était vraiment le truc de... qui j'ai envie d'être, parce que j'ai plus d'étiquette en fait, j'ai plus ma famille à côté, je fais la religion que je veux, j'ai plus d'amis proches, j'ai plus de filtres sociétaux, tu vois. Je suis à l'autre bout du monde, je peux être qui je veux, je peux même changer de prénom si je veux pour rigoler, tu vois, c'était vraiment le délire. Comment t'arrives à avoir cet élan, tu vois, cet élan de te dire j'y vais, je pars, donc je comprends bien qu'il y a l'idée, j'ai plus d'attache donc je peux y aller, mais entre le fait de plus avoir d'attache et te rattacher peut-être justement à rester dans une zone de confort et te dire tu peux changer de ville ou bouger de quartier ou trouver un boulot, tu vois, et puis là te dire je pars loin, comment t'as eu cet élan qui t'est venu ? C'était plus le délire, s'il y a un problème, j'ai pas envie que quelqu'un sur mes arrières, tu vois, j'avais pas envie d'appeler maman, si je partais en Europe ou même en Irlande ou en Angleterre ou je sais pas où, j'avais pas envie d'avoir le confort de prendre un avion et de rentrer en 2 heures de vol, tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais prendre le truc le plus loin possible. Et s'il y a un problème, maintenant, je me débrouille. Je dois trouver un taf, je me débrouille. C'est en anglais, je me débrouille. Je dois faire des nouveaux amis, je me débrouille. Et il y avait ce truc de toute façon, je suis au point 0. Même si je loupe, je reviens au point 0 en France. C'est que du bonus, tu vois. Et j'ai vraiment, pour l'élan, j'ai vraiment juste pris un billet d'avion. J'ai demandé mon visa. Et une fois que je l'avais acheté, c'est ce que je dis souvent aux gens qui osent pas, achète le billet. Et après, une fois, tu verras que 400 €, s'asseoir sur 400 €, ça fait chier. Donc, tu vas monter dans l'avion. Puis après, une fois que t'es dedans... c'est let's go, hein.
Ouais, j'ai souvent dit dans ce podcast, moi, tu sais, dans ma vie personnelle, les voyages ont toujours été des déclics. Ouais. Le fait de prendre des billets et de partir comme ça. Je sais pas si ça peut. Tu penses que ça peut fonctionner pour n'importe qui? Que n'importe qui prendre un billet et partir, si tu manques de clarté ou c'est un moment de ta vie peut-être un peu charnière, tu peux partir comme ça? Bien sûr, tout le monde peut. Après, ça dépend dans quel état d'esprit t'es. Et faut pas du tout être dans l'état d'esprit justement dev perso de je vais voyager, ça va soigner tous mes problèmes. Tu vas voyager et tu vas plus soigner tes problèmes parce que tu vas être honnête avec toi-même et tu vas faire face à ces problèmes. Mais encore tout à l'heure, là, j'ai reçu un message d'un couple qui sont en Asie qui me disait ça va pas, on trouve pas de sens à notre vie, on stagne, on n'est pas du tout heureux. Et j'étais en mode, il me disait si t'as des conseils. C'est sûr que des fois c'est l'inverse qu'on attend. On se dit on va voyager, on va kiffer de ouf et en fait c'est l'inverse, c'est 20 ans, 25 ans d'identité qui s'envolent parce que tu te rends compte que c'est plus que le taf que tu veux faire, c'est plus les relations que tu veux et c'est pas forcément agréable, tu vois, c'est pas forcément confortable, donc ça dépend dans quel état d'esprit t'es. Si tu vas dans un délire j'y vais, je m'amuse, tu vas rencontrer des gens, tout va bien. Si tu vas dans un délire introspectif, ça va peut-être être un peu plus inconfortable et faut pas mettre d'attente, je pense, tu vois, faut pas se dire vraiment ça va être comme ça va être comme si on m'a dit que le voyage c'était la folie. Tu peux très bien arriver et rencontrer personne et tu vas passer comme moi, ça m'est arrivé au Népal, là j'ai été très souvent très seul et ça a été très introspectif au final. Alors que vu que je voyage beaucoup, j'étais en mode bon, je vais rencontrer des gens, tout ça, mais pas du tout, la vie a fait que non. Mais le déclic, comme tu dis, je pense pas qu'il vient du voyage, il vient du moment où tu achètes ton billet, tu vois. C'est quand même toi qui crée le déclic. J'ai du mal avec ce truc j'ai beaucoup de potes qui veulent partir et ils attendent le déclic, ils attendent que la vie elle bouge un peu pour eux, mais si tu mets pas en action les choses... la vie elle va pas suivre quoi, elle suit ce que tu vibres, donc si tu mets pas de changement, que t'es flou, que c'est pas ce que tu veux, alors que déjà acheter un billet d'avion c'est une bonne empreinte dans la matière pour dire c'est bon, je me bouge, je sors de ma zone de confort, tu vois, symboliquement. Mais il faut quand même mettre quelque chose en action, tu vois, faut pas attendre le déclic qu'il arrive de l'univers ou je sais pas d'où, tu vois. T'as fait quoi en Australie ? J'ai fait quoi ? Je suis arrivé, en fait, j'ai repris une vie normale. Ah ouais, très, très drôle. Je suis arrivé, premier matin, je suis allé démarcher des hôtels et restaurants de luxe, parce que je travaillais dans le luxe, en restauration. Et en fait, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que j'avais un taf, j'avais une coloc, je sortais les samedis soirs. J'étais avec beaucoup de Français et j'étais en mode putain, c'est pas du tout pour ça que je suis venu, quoi. J'ai la même vie qu'en France, mais en Australie, donc on parle un peu anglais. Il y a quand même le fait où tu rencontres de nouvelles personnes, c'est très cosmopolite, etc. Il y a beaucoup de diversité, donc c'est cool. Mais après, j'étais en mode c'est pas du tout pour les choses pour lesquelles je suis parti, tu vois. Et il y a eu la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'était le Covid, qui était pour moi très positif, puisque du coup, on attège les clés de l'appartement, on a pris une voiture à minuit de location et on est parti, on a conduit, on a roulé pendant 30 heures jusqu'au nord de l'Australie avec un pote que j'avais rencontré là-bas. Et on a récupéré une pote sur la route, etc. Et c'est là où ça a vraiment commencé parce qu'on est sorti du confort, en fait. Et avec le Covid, il y avait des frontières qui fermaient parce que l'Australie, c'est un peu différent au niveau des États, etc. Ils ont chacun leur loi. Et en fait, on a dit on va dans l'État où ce sera le moins confiné, le moins strict. Et on a conduit pendant 30 heures et en fait c'est là où on a dormi dans la caisse, on a dormi sur la plage, on s'est fait des feux de camp, on s'achetait des trucs pour se faire manger vite fait avec une poêle qu'on avait récupérée sur le feu. Et c'est là où c'était les meilleurs moments de notre vie, tu vois, à être couché sous les étoiles, à parler de tout et de rien, être dans la galère mais au final à quand même survivre, tu vois, tu manges, tu dors, tu respires, il n'y a pas besoin de plus, tu vois. Et après c'était comme ça en fait pendant toute l'Australie après. Ça a été de woofing en woofing, tu sais, on allait dormir chez l'habitant, on allait un peu travailler, on a fait du jardinage, on a fait bûcheron, on a fait... plein de petits trucs comme ça, on se déplaçait de lieu en lieu, on avait besoin de nous, des fois on était payé, des fois on n'était pas payé, des fois on était hébergé ou nourri, et on dépensait rien en fait. Et le monde entier... Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 6-7 mois ça. Ah le Covid a tapé, Melbourne, Sydney c'était tout le temps confiné, et nous on était dans le nord comme ça, on allait couper des arbres, après on allait élaguer, après on allait faire du jardinage, après moi je suis resté 2 mois dans un national park, c'était chez une grand-mère... vraiment au milieu du bush, donc au milieu de la forêt. Et en fait c'est là où c'est explosé pour moi sur les réseaux, c'est que tout le monde était confiné, moi j'étais en quad, je faisais du jardinage, j'étais là avec les animaux, je faisais à manger à la petite grand-mère qui était là au coin de la cheminée. C'était vraiment 4 murs au milieu d'un terrain vague, tu vois. Moi je vivais dans une caravane, les fenêtres pétées et tout, je me faisais mon petit feu à côté de la caravane pour pouvoir avoir pas trop froid. Et ça a duré 7-8 mois. Ça t'a appris quoi ? Tu vois, c'est une vie simple comme ça. Certes, tu communiquais sur les réseaux, ta vie, mais tu communiquais quelque chose de très simple, une vie justement sans bling bling, très
proche de la nature. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'as appris dans ce passage-là? J'ai capté que dans le monde occidental, on cherche à avoir plus pour être plus heureux, et qu'en fait, c'est en ayant moins que tu deviens plus heureux, ou que tu es plus épanoui au moins. Et ça, en fait, elle me disait tout le temps, la grand-mère qui était là-bas, elle avait 80 ans, elle avait du mal à marcher. Et je lui ai dit, putain, je suis en train d'exploser sur les réseaux, parce que moi, c'est arrivé d'un coup, en fait. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu être humoriste, j'ai toujours voulu faire de la scène, tu vois. Et j'ai commencé les réseaux un petit peu avant, et à ce moment-là où j'étais dans le terrain vague, dans une caravane, j'ai commencé, en fait, en une semaine, j'ai eu une vidéo à 1 million de vues, 2 vidéos, 3 vidéos, je me douchais sous la pluie, tu vois, je me faisais à manger des pâtes bolo sur mon feu, et les gens, ils étaient confinés en France, tu vois, et ça a explosé, et en fait, je suis passé de 0 à 100 000 abonnés, et pour les gens à l'époque, ils me disaient, mais on voit que toi dans les pour toi, tu vois, on voit que toi tout le temps, alors que moi, vraiment, tu sais, tu réalises pas, parce que t'as d'un coup 200 messages sur Instagram, t'as d'un coup des milliers d'abonnés, mais moi, j'ai toujours eu le truc de... C'est éphémère, tu vois, ça peut disparaître en un bouton, si je clique sur supprimer, ça disparaît. Et vraiment, je continue à vivre ma vie, même que je vois maintenant très détaché, en fait. Tu sais, pas à regarder les chiffres, tout ça, juste je faisais mes vidéos la journée, je la postais le soir, le lendemain, je voyais qu'il y avait 2 millions de vues. Et je disais à la grand-mère, je suis en train d'exploser sur les réseaux, je fais des millions de vues, j'ai jamais eu ça de ma vie. Elle me disait, tu vois, Johan, c'est les choses simples. Tu te fais un feu, tu te douches sous la pluie, tu bois de l'eau, du tank de récupération, tu fais du jardinage, tu es en train de faire une piste de course. À l'époque, j'avais explosé avec ça, je faisais une piste de quad pour les enfants, donc je devais élaguer la forêt. Et je leur faisais un petit circuit comme ça, ils avaient des mini-quads un petit peu pour enfants. Et ça avait explosé comme ça. Et elle me disait, c'est les choses simples, et ça, j'ai toujours gardé. C'est vrai que après, je suis devenu minimaliste, même avec ma mère, on a toujours été très sobre, tu vois, très simple, à pas s'éparpiller avec des vêtements de marque, avec du superficiel, des paillettes, des strass, tu vois, à sortir beaucoup. J'ai jamais eu ça vraiment toute ma jeunesse, je crois, toutes mes études, j'ai dû sortir 10 fois dans l'année, tu vois, même pas sur 2 ans, peut-être sur 2 ans d'alternance, j'ai dû sortir 10 fois, je travaillais, je faisais mon argent, j'allais à la salle, je mangeais sainement. Et encore maintenant, je m'égare pas, tu vois. Je suis habillé comme un randonneur. Ça fait un mois que je suis à Paris. Je demande des sapes à mes potes parce que j'ai 2 pantalons, 2 t-shirts, tu vois. Il y a une polaire. Et quand tu disais tout à l'heure que bon, la scène et être humoriste, c'est quelque chose qui te donne envie, mais quand tu as commencé à créer, en tout cas, enfin, pas ta communication justement, mais le contenu sur les réseaux, on est d'accord que tu n'étais pas en recherche d'abonnés plus particulièrement? Non, mais je savais que je savais que c'était fait pour moi. C'est depuis tout petit, j'ai ce truc de... Je vais être connu, tu vois. Je sais pas comment dire, vraiment, je le sentais de ouf. Et je me souviens, avant d'avoir explosé, j'avais appelé ma mère au moment du Covid, où ils étaient confinés en France. Nous, ça avait du mal à arriver encore en Australie, parce que c'était une île. Et je disais, bon, bah là, j'ai ouvert un compte TikTok, j'espère que ça va marcher, mais je suis sûr que s'il faut, je rentre, je fais de la scène, je fais de l'humour et tout. Et en fait, 2 mois après, effectivement, j'avais genre 150 000 abonnés. Je suis rentré en France avec 200 000 abonnés. J'ai fait des vidéos avec ma mère, parce qu'avec ma mère, on est très dans le truc un peu humour mère-fils, on se clash tout le temps, on se taquine beaucoup, tu vois, c'est très électrique. Ça a repris 100 000 abonnés. Et après, j'ai su me diversifier. J'ai découvert un peu plus le côté trek, nature, voyage. Et c'est seulement l'année dernière, après la Réunion, que je me suis dit, vas-y, t'as ce côté très spirituel, parle-en, tu vois, n'aie pas peur. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'arborer ça. Avant, c'était beaucoup de l'humour, beaucoup du divertissement. Et 2022, là, l'année dernière, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens, tu vois, tu veux juste les divertir et qu'en un coup de pouce, t'es disparu, ou tu veux un peu marquer les esprits et puis que ça change et donner au monde ce que t'aimerais avoir toi, tu vois. Et là, vraiment, avec la Réunion l'année dernière, j'ai mis les bouchées doubles sur la spiritualité. Et maintenant, c'est... je pense le plus gros de ma communauté, de mon contenu, c'est éveil, développement de soi, dépassement de croyances, toujours avec un aspect très humoristique, très léger, très voyage, tu vois. Mais j'ai capté qu'il faut forcément aller chercher les gens dans ce qu'ils connaissent, dans de l'humour ou dans un storytelling ou dans une anecdote, et de les ramener vers une petite morale, un peu comme les films ils font, tu vois, ou les Disney, de les piéger entre guillemets. Moi je dis souvent, j'arrive avec une anecdote un peu drôle de date ou quoi, de nana, et en fait tu finis avec des demandes à l'univers et puis des dépassements de croyances et t'as pas vu le truc venir, mais c'est le but, tu vois, parce qu'au final c'est comment je le vis, tu vois. Si je dis juste aux gens, au début je disais juste aux gens, je vis ça, et ils étaient en mode ouais je vais faire ça. Mais si je leur donne pas les clés spirituelles derrière, ça va pas marcher pour eux. Ça te vient d'où tu vois, t'as 25 ans, ouais. D'où te vient cette envie d'éveil et tu vois, de spiritualité? D'ailleurs, c'est quoi pour toi la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est connecter avec...
c'est compliqué comme question. La spiritualité, c'est l'expression de soi la plus honnête possible. Connecter un peu, j'aime pas ces termes là, tu sais, dans le dev perso, connecter au divin en soi un peu, mais en fait j'ai capté un truc, j'arrivais pas à le définir, la spiritualité, mais tu sais, un peu ce truc il y a des cartésiens, il y a des gens un peu perchés, on sait pas trop où se situer, il y a des gens ils commencent à croire à des choses, il y a des gens, même ma mère tu vois, elle barre les brûlures, ils y croient normal, tu vois, au magnétisme ou au truc, mais ils sont très cartésiens, non mais il y a pas de Dieu, il y a pas d'univers. Il dit en mode, mais attends, en 2 mots, elle te barre la brûlure, ça disparaît, c'est magique, mais ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Et j'ai capté qu'en fait, les cartésiens, ils croient que ce qu'ils voient, et que les personnes plus spirituelles, on va dire, on voit ce qu'on croit. Et ça change tout, parce que ça veut dire que tu peux voir l'invisible, tu peux voir les choses que les gens ne perçoivent pas en général, tu vois. Donc ça veut dire ça passe par le corps, ça passe par les sensations, par la clairvoyance, par l'olfaction, enfin partout. Et en fait, quand tu t'ouvres à cette porte il n'y a pas que ce qu'on voit qui existe, dans le sens de la loi de l'attraction, de la loi des vibrations, bah, ça t'ouvre c'est même pas que ça t'ouvre une porte, ça t'ouvre un autre monde en fait sur la vie. Et je le définirais comme ça en fait, c'est accepter qu'il n'y a pas que ce qu'on voit, il n'y a pas que la matière solide, il n'y a pas que... et essayer d'évoluer là-dedans pour évoluer, pour s'éveiller, pour s'épanouir, tu vois. Mais là, ok, mais comment ça t'est venu ? Tu vois, comment c'est le voyage qui a fait développer toute cette partie-là ? Ouais, le voyage, ça a décuplé, mais on va dire j'avais un petit coup de pouce de ma mère, ma mère, elle a fait genre 20 ans de développement perso, mais elle a tout fait, tu sais, genre les trucs chamaniques, les stages de respiration, elle a tout fait, tu vois. Et après, elle est sortie du truc en mode, bon, je prends que ce qui m'arrange, parce que tu t'y perds au bout d'un moment, parce qu'il faut le dire aux gens aussi, c'est... quand tu rentres dans ce milieu-là, t'as l'impression d'avoir des réponses, tu vois, t'as l'impression de trouver un sens à ta vie, que ce soit les musulmans avec Allah ou les chrétiens avec Jésus ou quoi, t'arrives et tu dis l'univers, on a des gens qui nous aident, il y a des anges, enfin tu vois, tu peux avoir des croyances qui te donnent un sens à ta vie. Mais ma mère, elle a fait un petit peu un step back et elle a pris que ce qui lui correspondait à elle en fait, et en restant ancré dans la matière, tu vois, ça c'est un truc... que je reproche un peu au monde du dev perso, des fois c'est genre, c'est très perché, tu vois, genre garde les pieds sur terre aussi, c'est bien beau, moi je suis pour à fond, à 2000%, tous les trucs avec l'invisible, mais on est incarné sur terre, ça veut dire, j'étais dans un woofing un petit peu spirituel cet été, et il avait une sorte de hamac, c'était une lune, et c'était genre une sorte de fauteuil un peu coquille, tu vois, tu pouvais te mettre dedans et méditer, et en fait il avait accroché une chaîne, et il avait accroché une encre dans la terre, il avait dit c'est la lune ancrée. J'étais en mode, c'est la personnification parfaite, genre, c'est ça, c'est nous en fait, c'est genre la tête dans les nuages, mais on a aussi les pieds sur terre, tu vois, parce que il faut évoluer avec ce monde, tu vois, on n'est pas bête, même si je peux avoir un petit peu un discours anticapitaliste et tout, forcément il faut de l'argent, il faut évoluer dans ce monde, mais il faut un petit peu passer par les mailles du filet, tu vois, garder cet aspect très spirituel et en même temps garder cet aspect où on est là, on est sur terre, on est là pour comprendre des choses, tu vois. Mais du coup, il y avait ma mère qui était un petit peu là-dedans, enfin beaucoup là-dedans, mais elle nous a pas transmis des trucs de fou, genre des fois elle nous parlait un peu de demande à l'univers, où elle disait ouais moi je demande, j'ai le lendemain, où elle nous disait... Tu croyais en fait c'était ça, c'est que vu que j'étais jeune, tu sais quand t'as 15-16 ans tu t'intéresses pas à ça, tu veux jouer aux jeux vidéo et tu veux draguer des nanas, tu vois, mais j'écoutais vite fait, tu vois. Tu te disais si je demande une nana je l'aurai demain, si je demande un jeu je l'aurai demain. Ouais, je calculais pas trop, j'étais pas trop observateur encore au même point que maintenant, mais y a un truc qu'elle disait beaucoup, c'était ma petite voix. Ma petite voix, elle m'a dit ça, et elle avait beaucoup d'intuition, enfin elle a toujours beaucoup d'intuition, ma mère. Elle nous a toujours parlé de l'intuition et de la foi, tu vois. Il faut y croire, il faut garder la foi, vous inquiétez pas. Elle nous dit toujours, on est au bon endroit au bon moment. Même des fois, tu sais, quand t'es en retard, t'as une galère, ou là tout à l'heure je suis arrivé en retard, je me dis, en fait tu sais pas s'il faut que tu te serais fait écraser par un bus, tu vois. T'es toujours au bon endroit au bon moment. Et que ce soit vrai ou pas, si tu y crois, en fait, ça va se mettre en œuvre dans ta vie. Donc, il y avait ce truc-là d'intuition, de foi. Et c'est récemment, là, quand j'ai mis vraiment un gros pied dedans avec une rencontre cet été. Où ça ? C'était... moi, j'habite en Franche-Comté. Ouais. Et j'avais rencontré une nana qui était dans un sort de woofing très haute vibration. Enfin, c'était un peu un autre monde, tu vois. Avec des gens très... tous un peu... géobio...
comme on dit les gens qui font de la... Je suis pas connaisseur, mais ça me parle ce que tu dis en tout cas. Les gens qui captent un peu les énergies ou la géobiologie, c'est ceux qui peuvent un peu trouver de l'eau ou sentir des présences ou des trucs comme ça. Vraiment, je suis arrivé là-bas juste pour voir une meuf et c'était en mode waouh. Les gens parlent de science-fiction, là, genre on parle de choses que je ne vois pas avec mes yeux. Mais j'ai mis un pied là-dedans. Et en fait, ma mère, elle faisait des massages, mais pas thérapeutiques, justement, elle faisait des massages. Comme ça, on a déménagé dans le sud, justement, en suivant sa petite voie. Donc, d'un jour à l'autre, on vend tout et on se retrouve dans une C3 à descendre, à faire 7 heures de route. Elle a toujours fait un peu des moves bizarres comme ça. Genre, ma petite voix, elle m'a dit ça, on y va, tu vois. Genre, on a tout quitté, son taf, elle avait 2 enfants à charge. Elle a toujours été toute seule, ma mère. Et on a tout quitté pour aller dans le sud. Et en fait, ça a été la meilleure décision de sa vie parce qu'elle est passée d'un SMIC avec 2 enfants à des massages à 100, 200 euros de l'heure dans des palaces parce qu'on était sur la Côte d'Azur. Moi, j'ai fait mon alternance dans un palace aussi parce que j'étais en restauration. Et du coup, c'était quoi ta question ? Là, ça m'intéresse parce que tu parles beaucoup de ta maman qui écoute sa petite voix. J'aimerais savoir si toi, tu écoutes justement cet instinct ou cette intuition. Bah maintenant oui. Ah oui, du coup c'est ça que je te disais, c'est qu'à l'époque pas forcément, mais j'entendais ce qu'elle disait. Mais du coup maintenant d'avoir un peu développé moi mes capacités à moi et d'être indépendant, on va dire spirituellement, vu que cet été j'ai mis un pied dedans, mais tu vois tu dépends beaucoup des gens aussi, des croyances des gens, de ce qu'ils te racontent, t'arrives dans des milieux, ils ont tous un petit peu des sensations, ils sont très alertes à leur capacité extrasensorielle, tu vois, donc toi t'es en mode je ne sens rien, je n'ai aucune sensation. Et maintenant je sais reconnaître ça, je sais écouter, bon c'est toujours difficile entre qu'est-ce que l'intuition, est-ce que c'est tes pensées intrusives ou est-ce que c'est ta voix qui te dit qu'il faut que tu fasses ça, c'est dur parce que ce monde-là c'est très par les sensations, tu vois, ça s'explique pas en fait, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'es chanteur, pourquoi t'es créateur, pourquoi t'es humoriste, tu le sens, tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux dire j'ai fait ça, plus ça, plus ça, du coup j'en suis arrivé à là, c'est vraiment quelque chose que tu sens à l'intérieur. Et maintenant moi j'écoute mon intuition, parce que je vois que tout ce que disait ma mère en fait en tout cas j'y crois. Et je reviens de cet été avec des expériences de fou et je dis mais maman en fait tu fais des massages énergétiques depuis 10 ans là. Elle me dit oui mais je le dis pas trop parce que je dis parce que quoi, elle me dit parce que voilà tu vois tu te mets direct une étiquette, je suis masseuse énergétique et puis tu t'attires que des gens perchés, on va dire. Quand je dis perché c'est pas négatif, hein, c'est plus spirituel. Et tu sais jamais où c'est qu'ils en sont dans leur spiritualité, les gens, donc des fois ça peut être un déni aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni dans la spiritualité et qui expliquent beaucoup de choses avec l'invisible, mais voilà, je lui ai dit mais en fait ça ah ouais, quand elle me parlait des demandes à l'univers, en fait c'est la pensée créatrice, ah ouais en fait la loi de la vibration elle le faisait déjà avec les demandes et tout. Et maintenant je le vois que quand je l'applique dans ma vie tout seul, ça fonctionne parce que j'y crois, tu vois. T'as des exemples justement de choses qui ont fonctionné ou de choses entre guillemets concrètes, des choses spirituelles concrètes justement qui sont apparues dans la matière ? Ouais, moi ça marche beaucoup avec les affirmations, les demandes à l'univers. Ça c'est un truc par exemple je fais depuis que j'ai 15 ans, tu vois, ma mère elle disait toujours demandez, vous recevrez. En fait elle me disait pas les trucs perchés, tu vois, elle me disait pas genre, elle me parlait pas de loi ou de trucs, elle me disait juste moi j'écoute ma petite voix, comme il y en a qui disent c'est mon petit doigt qui me l'a dit, tu vois. Ouais. Ça je le sens, ça je le sens pas. C'est des trucs très accessibles pour les gens en fait, et c'est ça qu'elle a réussi à faire, c'est qu'elle a réussi à, même avec ses massages, elle a réussi à aller chercher des gens qui n'y croyaient pas ou qui étaient très cartésiens et à leur ramener cette petite touche de ça existe, tu vois. Et un exemple typique, j'étais monté à Paris en juin. Ouais. À cette époque-là, j'étais à fond dans la spiritualité et tout, et je sais que moi j'ai une pensée créatrice très ça se met en place direct, tu vois, genre des fois je fais des demandes, j'écris des demandes et le lendemain ça arrive, tu vois, genre c'est vraiment direct, tellement j'y crois parce que j'ai cette foi et cette croyance que ça marche, tu vois. Quelqu'un qui n'y croit pas, ça ne marche pas parce que tu n'y crois pas. Ouais. C'est pas que dire dans l'univers c'est bon, j'ai fait mes formulations en me lavant les dents, ça va arriver. Bah non, il faut quand même y croire, tu vois, c'est ça le moteur. Et du coup, quel exemple ? J'étais venu à Paris, j'avais fait une rencontre abonnée, et cette soirée-là, j'avais pris un hôtel parce que je montais en train, tout ça. Et à la soirée abonnée, on est arrivé avec un groupe de 20 personnes et à parler de trucs très perchés, tu vois. J'étais dans un mood très spirituel et je me disais, putain, là, il faut quand même que je pose des limites parce que je parle de trucs, je commence à parler de présence et tout. Les gens, ils sont peut-être pas prêts, tu vois.
Et enfin, tu vois, du monde invisible, de ce qui n'est pas palpable, des capacités extrasensorielles. Et après, du coup, je reviens vers un truc beaucoup d'intuition, de garder la foi. Les gens me disent, mais comment tu fais quand tu pars pour rencontrer des gens? Je dis, il faut avoir la foi, il faut y croire, et il faut demander. Demandez, vous recevrez. Je parle un peu comme ma mère. Et après, je rentre à l'hôtel, tout ça, et le lendemain, je me réveille à l'hôtel et je me dis, tu parles beaucoup pour un mec qui prend un hôtel à Paris et qui se prend ses petites garanties, ses petites sécurités. Et je dis, tu sais quoi, vas-y, maintenant tu prends ton sac à dos, parce que j'étais en sac à dos, et puis tu prends pas d'hôtel pour ce soir et on va voir. Donc je me balade dans ma journée, je me balade dans Paris, je vais dans un café. Il s'avère que dans un café, je me sens très attiré par la serveuse, mais physiquement, et c'est ça aussi un gros truc avec les relations, c'est que tu seras toujours attiré physiquement par des gens avec qui tu as quelque chose à échanger, tu vois. Donc il y a peut-être le truc de séduction, mais il y avait aussi beaucoup le truc de, il y a quelque chose à échanger avec cette personne, tu vois. Et je me dis, bon bah... voilà, c'est maintenant, est-ce que tu oses de lui parler ou pas? Tu vois, c'est chiant, t'es un mec, tu vas la draguer au travail, c'est... Je dis, vas-y, on s'en fiche, croyance limitante, t'y vas. Je lui ai proposé qu'on se voit après, et au final, on a fini en date à Île Saint-Louis, là, sur les quais. Ouais. Et en fait, on parle, tout ça. Et il se retrouve qu'il est minuit, elle rentre en banlieue, elle habite en banlieue chez sa mère, et en fait, je me dis, ah putain, c'est vrai que j'ai oublié de prendre un hôtel. Et je me dis, donc je sors, on se lâche à Bastille, elle prend son métro. Et je me dis, bon, bah c'est maintenant. Mais là, il va falloir que j'ai une pensée créatrice immédiate parce qu'il est minuit, je suis à Bastille, c'était juin. Donc ça, il y avait quand même des gens dehors. Je me pose à Bastille, je vois des skaters pas loin. Moi, j'aime bien tout ce qui est sport un petit peu. Donc, tu sais, c'est un peu mon mood. Je me dis, ok, je suis au bon endroit. Je me pose sur un banc et là, je ferme les yeux. Et du coup, je fais mes formulations. Donc, je fais mes formulations à voix haute pour que c'est plus d'impact et que j'y crois plus. Parce que quand tu le dis dans ta tête, ça va très vite les pensées. Et je me dis, à la place de quelqu'un... on va dire s'il y a un dieu ou quelque chose, comment il reconnaît que c'est des demandes ou comment il reconnaît que c'est mes pensées intrusives ou mes doutes, tu vois. Donc le fait de le formuler à haute voix et de le dire 3 fois d'affilée, c'est plus impactant. Du coup, je dis, ok, là je demande à la vie à ce que j'ai une solution tout de suite maintenant pour que je sois hébergé ce soir. Que je dorme sous un toit, tu vois. Et après je me dis, il est minuit en fait, non, j'ai envie de rencontrer des gens et j'ai envie de faire une soirée, de passer une bonne soirée. J'ai pas envie de juste qu'on m'héberge, tu vois. Et là, je dis, ok, univers infini, je rencontre des gens avec qui je passe une bonne soirée, avec qui je rigole énormément, et qui m'hébergent ce soir. Et là, il y a un mec qui crie dans la rue, oh, Johan! Et je les entendais plus loin, j'étais assis sur mon banc, et il me perturbait un peu. Il y avait une meuf et un mec qui parlaient comme ça, un peu fort, un petit peu en train de s'agiter. Et le mec, il me reconnaît, il me dit, je t'ai déjà vu quelque part et tout, machin. On se pose sur un banc, il me dit, ça va, tu fais quoi à Paris? Je dis, bah écoute, voilà. J'étais en date, la nana, elle est partie dormir chez elle en banlieue. J'ai pas de solution pour dormir. Il me dit, mais viens à la maison, c'est le squat de ouf. Du coup, je me retrouve à avoir la solution directe. Et je me dis, putain, ça y est, dans ma tête, je suis en mode, putain, le truc de ouf. Et en fait, on parle. Et les deux, ils sont trop dans mon délire. En fait, je dis, vous avez faim, vous avez envie de manger? Ils me disent, putain, on avait une soirée, on vient de se faire recal de la soirée, on n'a plus de plan. Je dis, bah voilà, j'ai pas de plan, vous avez pas de plan, on s'est trouvé, tu vois. Et on est parti au resto, genre à 1h du matin, à Bastille. Et ces gars-là, c'est mes meilleurs amis maintenant. Là, je viens de passer un mois à Paris chez eux. Je suis arrivé chez Nassim, du coup. Le mec, c'est un ingé son, son coloc, c'est un ingé son, il fait des prods, il fait de la musique et tout. Et moi, je voulais me mettre à fond là-dedans. Ça fait 3 ans que j'ai un home studio chez moi. Et ça faisait 1 an que je faisais des formulations pour m'entourer, pour me professionnaliser, pour pas être tout seul dans ma chambre, tu vois, parce que c'est dur. Et en fait, j'arrive et le mec, c'est un passionné de rap comme moi, c'est un passionné de musique. Et là, ben, ça fait déjà 3 sons qu'on sort ensemble. Et c'est arrivé, genre, ma formulation, ma demande à l'univers depuis plusieurs mois qui était de m'entourer, de me professionnaliser musicalement, elle est arrivée. Et ce soir-là, dans la seconde, genre vraiment, j'ai même pas eu le temps de... Souvent dans les formulations, il faut mettre un temps, tu vois, un temps donné, parce que si tu fais une formulation, peut-être que tu vas le recevoir dans 20 ans, ton truc, ou dans 10 ans, ou dans 6 mois. Et j'avais même pas eu le temps de dire, ok, je veux qu'on m'héberge tout de suite, maintenant, immédiatement, dans les plus brefs délais, qu'il y a un mec qui m'appelle dans la rue. Donc on va dire, oui, t'es influenceur, c'est facile, les gens ils te connaissent, mais ça m'est jamais arrivé ce truc-là. Et même des fois quand je fais ça à l'étranger et que personne me connaît, ça m'est jamais arrivé non plus. Et enfin, ça m'est arrivé du coup, même quand je suis à l'étranger, qu'on me connaît pas. Et en fait, la vie elle passe par ce qui te parle, enfin, parce que si t'es sur les réseaux, bah, ça va passer par là. Si, moi, avant que j'ai les réseaux, ça passait beaucoup par ma mère, tu vois. Des solutions, des opportunités, un endroit pour être hébergé où je voulais aller à la montagne, pam, il y a ça qui se dégage. Mais comment tu fais la différence, par exemple, entre ce qui pourrait être une demande qui est entre guillemets exaucée, je mets des gros guillemets, mais par l'univers, et une forme de hasard, tu vois? Ah ouais, ok. Il n'y a pas de hasard pour moi, en fait. Tu récoltes que ce que tu sèmes. Du coup, si tu... c'est cette théorie un peu des lois d'attraction, tu vois, qu'on entend beaucoup.
Mais il y a un truc derrière que personne ne parle, c'est la loi de la vibration. C'est-à-dire que tu vas recevoir ce que tu aimais. C'est-à-dire que si tu aimais du doute, ma mère, elle m'a toujours dit, parce que moi je réfléchis beaucoup, tu vois, je suis un hyper mental, elle m'a dit arrête de te poser trop de questions, si tu vibres du flou, l'univers il va t'envoyer du flou. Et c'est vrai que moi je sais jamais faire de choix. Et il y a toujours les choix, ils se valent de ouf. Il n'y a pas de je sais que c'est ça. Moi je suis toujours dans des dualités de fou. Et en fait j'ai capté que juste fais un choix et après ça déroule, parce que tu vibres les deux au final, t'as envie des deux, mais tu sais pas vraiment comment choisir. Et moi j'ai du mal un peu avec les décisions. Mais comment tu fais du coup ? Ben j'ai capté qu'il n'y a pas de meilleur choix. je pourrais pas vérifier que l'autre il était mieux ou pas. Et qu'au final, le pire du pire dans la vie, c'est quand tu stagnes et que du coup, tu as deux voies devant toi et que tu fais du surplace en fait. T'as pas pris de décision, t'as pas mis d'action. Et maintenant, je suis en mode, je fais un choix et je le fais à 200%. J'essaye pas de regarder en arrière, j'essaye pas de savoir si l'herbe elle était plus verte sur l'autre choix. Et j'avance parce que c'est comme ça que ça marche. Et je suis resté trop longtemps dans ma vie inactif à attendre qu'il y ait des signes. C'est aussi là-dedans, c'est attendre qu'il y ait des signes, attendre qu'il y ait ma voix. Mais la plupart des gens qui arrivent dans ce milieu aussi, ils croient qu'il y a une voie, alors que moi je suis arrivé au stade où j'ai compris que la quête, c'est qu'il n'y a pas de quête, tu vois. Le sens, c'est qu'il n'y en a pas, il n'y a pas une meilleure voie, il n'y a pas de bien ou de mal, tu sais, c'est sortir un peu de la dualité au final, qu'il n'y a pas de meilleur choix, tu vas juste faire ce que tu sens dans l'instant. Et au pire, tu en auras tiré des leçons, tu vois, si c'était pas le bon choix, on va dire. Mais pour moi, il n'y a plus de bon ou de mauvais choix. Mais il y a quelque chose qui est intéressant sur cette idée de décision. J'aime bien l'idée que, en fait, quand tu prends une décision, le mieux, c'est de faire en sorte que la décision, elle marche. Ouais. Tu sais ? Plutôt que de prendre une décision et douter, etc., une fois que tu fais une décision, c'est de te dire, en fait, peu importe la décision que je prends, je vais tout faire pour que cette décision fonctionne et avoir foi dans l'idée que de toute façon, maintenant que je suis lancé, je vais jusqu'au bout. Et si je me plante, ouais, tu vois, tu fais autre chose, tu vois, mais que tu peux créer toi aussi, après, je trouve les opportunités. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Pardon, je t'ai coupé. Non, mais je repense, parce que l'année dernière, je suis parti en Inde en sac à dos, parce que je me sentais paumé spirituellement. Une fois que j'ai débarqué en Inde, que je me suis retrouvé, tu vois, j'étais à Goa, à me dire, mais qu'est-ce que je fous là et en fait, à me dire, mais c'est peut-être pas les bonnes raisons, parce que j'avais clairement d'autres problèmes à régler. Une fois que t'as chialé un bon coup devant la mer et sur ton bungalow, je me suis dit, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour profiter de ce voyage ? Je vais pas retourner en France, j'y ai pensé. Mais non, j'allais pas repartir en France tout de suite. Et tu sais, c'est de te dire, ok, maintenant je suis là, donc vas-y, vis, et tu verras ce qui se passe, quoi. Ouais, de ouf. C'est ce gros truc l'herbe, elle est plus verte là où tu l'arroses, tu vois. Et moi, je l'ai compris que là, au Népal, il y a même pas 2 mois, tu vois. T'as compris quoi ? Ça, que à être quelque part et à vouloir être ailleurs, ou à être ailleurs et à vouloir quelque part, t'es jamais là où tu es. T'es jamais aligné avec ce que tu es, t'es jamais dans le moment présent et t'es toujours dans cette phase de doute, comme tu dis là, d'inaction et de stagnation. Tu vois, au final, c'est le pire, c'est ce qui nous ronge tous, les êtres humains, c'est de stagner, quoi, de pas être en mouvement, de pas être aligné avec ce qu'on est, ce qu'on pense et ce qu'on veut. Et en fait, au lieu d'aller voir ailleurs, comme j'ai pu faire dans ma vie, de voyager, de me dire là-bas je vais être heureux, là-bas ça va aller mieux, et d'arroser l'herbe là-bas, en fait, tu te rends compte que l'herbe, elle est juste verte là où tu l'arroses. Donc, ça peut être en France, dans ta routine, ça peut être dans un taf qui te plaît pas plus que ça, parce que t'y es, donc tu sais que pour l'instant, tu dois faire de l'argent pour voyager. Donc, c'est accepter là où t'es dans l'instant, en fait, et de te dire, comme t'as dit en Inde, je vais mettre tout en œuvre maintenant pour m'épanouir ici, parce que je vais pas rentrer en France. Tu peux, c'est une éventualité, mais le but, c'est de s'épanouir en chaque instant, parce que si t'es parti de France, c'est pour une raison, donc si tu pars de l'Inde, c'est pour une raison, mais le but c'est de la régler, cette raison, c'est d'y faire face, tu vois, et dans l'instant de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour arroser l'herbe sous mes pieds, et puis pour mettre des choses en action pour guérir ces choses-là, pour aller mieux, et voilà. Quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'en Inde, j'ai vécu l'une de mes plus belles histoires amoureuses, et c'était pas prévu, ni prémédité, et il y avait aucune envie, quand je suis allé en Inde... pour une histoire comme celle-là, donc c'est vrai que si j'étais rentré, j'aurais loupé quelque chose quelque part, au final. La magie de la vie, le mystère de la vie, il opère partout au final. Que la géolocalisation que tu trouves, c'est un environnement, c'est un petit bout de tout ce que constitue l'univers et ta vie, de ce que tu veux. C'est peu importe où tu seras, comme on dit souvent, tu vas pas en voyage ça va pas soigner tous tes problèmes.
en voyage, ça va t'aider à soigner tes problèmes parce que tu as moins de filtres sociétaux, tu as moins d'étiquettes et tu as plus de facilité à les affronter. Et il y a plus, on va dire, à mon sens, d'intuition et de petits coups de pouce de la vie, comme tu dis là, tu vois, une relation, etc. La magie opère plus, je trouve, en voyage parce qu'on est vraiment dans ce truc d'instant présent et déconditionné. Mais peu importe où c'est qu'on est dans la vie, là, moi, j'ai pu passer un mois à Paris. Tout le monde me dit ça sur Instagram. Ouais, tu passes du Népal, une retraite de 10 jours dans le silence à Paris, ça va ? Ouais, ça va de ouf. Et je pourrais même te dire que presque j'ai préféré mes un mois à Paris qu'un mois au Népal, tu vois, parce que j'étais avec des gens, parce que je rigolais tous les jours, tu vois, c'est important, la joie, le rire et tout. Et certes, les Parisiens vont dire, bon, t'es de passage, c'est facile, Paris quand t'es de passage, mais moi, je pourrais me voir à plus long terme à Paris, parce que je kiffe, tu vois. C'est les opportunités, c'est être entouré, tu vois. Moi, j'étais très seul au Népal, etc. Et au final, peu importe où t'es, moi, j'ai capté ça en voyageant beaucoup et en fuyant aussi parfois, que peu importe où t'es, t'auras les mêmes choses à affronter, donc autant le faire maintenant, tu vois. Ouais, c'est intéressant, même quand tu parles là de la joie, c'est que tu peux être dans une introspection et un silence total et reconnecter à la joie. Le but, c'est d'avoir une bonne balance aussi, c'est ça. parce que justement, parlons-en de cette retraite Vipassana que t'as fait au Népal. Donc c'est au Népal que tu l'as faite. Ouais. Donc Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 10 jours de méditation, 10 heures par jour, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en silence. Pourquoi ? Parce que mon frère l'a fait, donc j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi, qui est, pour résumer pour les gens, on va dire, si tu le vois comme ça, c'est un peu une sorte de Bouddha, tu vois. Il est très... il est pas dans les codes, tu vois, et depuis tout petit, il est très ailleurs. Ouais. Mais il a pas un truc en plus, il a un truc en moins, il a pas les mêmes filtres que nous, il a pas les mêmes conditionnements, il a jamais trop écouté à l'école, il a jamais écouté, lu de livres, tu vois. Il est pas perverti par la société, tu vois. Et il est dans des trucs très purs, tu vois, pas presque innocents, mais d'émerveillement, de gratitude, de reconnaissance, des trucs, tu t'embrouilles pour rien avec ta famille, puis il va te dire, mais vous êtes de la même famille, vous êtes du même sang, genre, et tout le monde se met à chialer d'un coup, tu vois, t'es en mode, ah ouais, il a vraiment une aura et un truc où il voit la vraie vie, il voit la vie à travers le vrai filtre, tu vois, enfin, purement, tu vois. Ok. Bref, lui, il avait fait un Vipassana en France, mai d'année dernière. Il m'en avait parlé vite fait, bon voilà, on n'avait pas plus parlé que ça. Et moi c'était septembre-octobre, je me sentais pas du tout bien, vraiment enfin moi je fais souvent des dépressions chroniques, tu vois, donc c'est revenu à ce moment-là. Et j'ai essayé de m'inscrire pour un cours en Italie, et c'est très difficile en Europe d'avoir des cours parce que il y a qu'un centre par pays. Et en fait après j'ai eu l'opportunité du coup de rejoindre une pote à Bali, et c'était sur ma route du Népal, donc je dis bon, je fais un mois avec elle, et après je vais au Népal. C'était un petit peu mon déclic, mon prétexte, un peu mon action de levier, parce que j'avais du mal à me sortir les doigts et à partir au Népal. Et j'attendais le bon moment, mais il n'y a pas de bon moment. Du coup, mon frère il m'a dit, dans les pays bouddhistes et hindouistes, c'est là-bas que ça s'est démocratisé, il y a des dizaines de centres, donc tu vas trouver une place très facilement, alors qu'en France il faut attendre plusieurs mois, tu vois. Et après mon voyage, après mon trek et tout ça, je me suis dit bon c'est le moment, je vais faire ma demande. J'ai fait la demande sur une sorte de petit village au Népal où il y avait un centre en haut d'une colline. J'étais accepté dans la semaine, et du coup j'ai dit c'est let's go. C'est pas le moment où j'aurais pensé le faire, parce que je me suis dit c'est plus le moment où t'es pas bien qu'il faut le faire, tu vois, où il faut affronter les choses. Et en fait je sortais de trek, j'avais rencontré des gens, j'étais dans une sorte de volontariat, il y avait une vingtaine d'occidentaux, on s'entendait tous super bien. Une sorte de... Ouais, c'était dans une école, de petits pour les enfants népalais. Et c'était vraiment cool, et j'étais en mode, en vrai là c'est pas contre-intuitif, mais je pourrais rester là et passer des bons moments avec des gens. Enfin je rencontrais des gens, tu vois, après un mois et demi au Népal, j'avais enfin rencontré des gens, j'étais entouré. Et j'ai dit, en fait, let's go, il n'y a pas de bon moment, donc je l'ai fait. Et effectivement, c'est 10 jours déjà sans distraction, donc il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas le droit de bouquin, tu n'as même pas le droit à un stylo et à une feuille pour écrire. Tu es dans le silence, tu n'as pas le droit de communiquer avec les autres. Nous, on était que 7, tu vois, normalement, tu es 30-40 à ce genre de cours. C'est top ça. Que 7. Oui, c'est top, ouais. J'imagine. Et il y avait moins de distraction du coup. Et puis quand tu médites aussi, quand les gens ils font du bruit autour, ça te perturbe un peu. Donc là, c'était très calme. Il y avait 2 femmes et on était 5 hommes. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Parce que là, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté être 7 comme ça, à méditer toute la journée dans un centre. Ouais, puis t'es même pas 7, t'es tout seul au final, parce que tu peux pas communiquer avec eux, tu parles oui, pas... Oui, non, bien sûr, mais il y a un sentiment presque de... Ouais. Vous êtes que 7, il y a même pas un sentiment de groupe, quoi. Non, mais ça va qu'il y a d'autres gens, parce que tout seul, je pense, t'abandonnes vite, tu deviens fou, tu vois, parce que tu te dis...
Là, tu vois que les autres, ils ont du mal aussi, ou tu vois, ils tiennent pas en place pendant les méditations, et tu vois qu'ils restent. Parce que quand ils te disent à Vipassana, quand tu t'inscris, c'est pour aller faire les 10 jours. Tu vois. T'es pas censé abandonner en vrai. C'est dur de dire ça, mais c'est très strict parce que ils peuvent pas prendre tout le monde qui veut faire une retraite. C'est pas une retraite en fait, c'est vraiment un truc qui va changer ta vie. Il y a beaucoup c'est très trendy en ce moment, les retraites à Bali, au Népal, à Pokhara, tout ça. Mais t'y vas pas juste pour manger ayurvédique, manger des trucs bio et puis méditer quelques heures par jour. Là, t'y vas pour méditer 10 heures par jour. Genre, toute ta journée, elle est conditionnée par la méditation. Et Vipassana, c'est une technique de méditation. Donc, tu vas devoir apprendre quelque chose et l'appliquer tous les jours. Genre, c'est vraiment comme un athlète de haut niveau. Tu vas devoir t'entraîner très dur tous les jours. Et tu vas pas juste pour faire des siestes dans l'herbe et puis écouter des musiques à 132 Hz. Tu vois, vraiment. C'est vraiment ce que j'ai trouvé. C'est faut fournir des efforts là. Ça rigole pas, tu vois. Et t'es là pour 10 jours. Donc, ça veut dire que pour ce que ça m'a apporté déjà, enlever énormément d'addictions, de distractions, tu vois. Tu contrôles pas ce que tu manges, donc t'es nourri, c'est végétarien, et c'est 2 repas par jour, et plus t'as des fruits au goûter. Moi, sachant que je fais le jeûne intermittent, que j'ai pas faim quand je m'allais, je faisais 1 repas par jour, donc à 11h, et le goûter où il y avait quelques fruits. Du coup, tu peux pas trop faire de compensation émotionnelle, tu vois, t'as pas de la bouffe quand tu veux, t'as pas le droit de prendre des réserves pour toi, donc tu peux pas manger par ennui ou pour te combler, tu peux pas te remplir avec la bouffe, déjà, ça c'est 80% des gens, je pense, font ça, enfin, moi y compris. T'as pas autant de sucre, t'as pas autant d'apport que d'habitude, donc voilà. T'en as pas besoin non plus parce que tu médites, t'assises toute la journée, donc t'as pas le droit de faire du sport aussi, t'as pas le droit de faire du sport, t'as pas le droit d'avoir une activité religieuse, tout ça, donc t'as pas le droit tu vas pas dépenser d'énergie si tu veux. Par exemple, moi, les formulations de l'univers, tu vois, j'ai arrêté. Je me suis dit, je le fais à fond, le truc, je vais pas. Même si c'est pas quelque chose de religieux, c'est quand même une pratique spirituelle qui est de faire des demandes et de me sentir soutenu ou tu vois, d'avoir un sens. C'est occuper ton cerveau quelque part. Alors aussi, que là, on te demande quand même de lâcher prise et de faire le vide. De faire le vide pour appliquer leur technique à eux. C'est très strict, tu te dis, oula, c'est un peu une dictature quand même. Il y en a qui pourraient se dire, ouais, c'est une secte, ton truc. Mais c'est vraiment pour dire, vous venez apprendre une forme de méditation. Il y a une pote à mon frère qui l'a fait, qui a pas eu une bonne expérience. Parce que, au final, c'est un truc où tu viens apprendre quelque chose. C'est pas juste une retraite, c'est ce que je disais avant. C'est pas un truc pas cadré. Tu viens vraiment pour apprendre quelque chose et l'appliquer. C'est pas pour rigoler, pour flâner, tu vois. Donc, il y a un questionnaire très strict avant à remplir, etc. Donc, il y a eu la bouffe. Après, pas de téléphone pendant 10 jours, tu peux pas te divertir. Après, ouais, mais qu'est-ce que t'en as retiré ? Parce que t'as dit tout à l'heure, Vipassana, ça peut changer une vie. Ça a changé ta vie ? Ça a changé ma vie parce qu'en fait, t'apprends les bases qui te font souffrir dans le monde, qui est l'aversion et le désir, et t'apprends le détachement en fait. La plupart, grossièrement en fait, tu vas apprendre le détachement. Donc, tu vas te libérer de l'aversion, donc la rancœur, la tristesse, la colère. Parce que t'as pas le choix en fait, t'es obligé d'y faire face. Ça veut dire que tu vas méditer, il y a tout qui va remonter ou pas. Moi, j'ai pas eu de trucs de ouf qui sont remontés. Mais effectivement, tu vas faire face à des ressentiments, des trucs. En fait, l'aversion, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu as dans ta vie, mais tu veux t'en débarrasser. Du coup, forcément, tu es encore dans ce truc de je suis là, mais je vais être ailleurs. Et après, ils t'apprennent qu'il y a le désir aussi, parce qu'on va dire là, je suis quelqu'un, j'ai ça. Mais je veux ça, je voudrais ça, tu vois, je vais m'y attacher, j'aimerais être plus riche, et j'aimerais être plus épanoui. Et au final, tu souffres autant de l'aversion que du désir, tu vois. Tu souffres autant de la colère et de la tristesse que tu souffres de vouloir quelque chose et de ne pas l'avoir, tu vois. Ce truc très matérialiste qu'on a en occidental, dans nos pays, tu vois, occidentaux, de je veux ça, je veux plus, le matériel, même, tu vois, le gavage, la surconsommation, on est tout le temps en train d'avoir. Et une relation, tout simplement, tu vois, quand tu te sépares de quelqu'un, non, mais je veux qu'on reste ensemble, je veux qu'on se remette ensemble, ça, c'est du désir. Donc, le désir dans la vie, c'est pas mauvais, mais le désir avec l'attachement, tu vas en souffrir forcément parce que tu contrôles pas les choses. Ce truc un peu de trend, tu vois, stoïcisme un peu en ce moment, de détache-toi des choses parce que t'as pas de contrôle là-dessus. Ça rejoint le détachement Vipassana au final. Et du coup, ça m'a appris énormément sur le détachement qui est toutes les choses avec lesquelles j'ai pas de contrôle. C'est pas censé m'impacter et me faire souffrir, tu vois. Donc déjà, tout ce qui est de l'extérieur, donc des gens, je peux pas contrôler. Bien sûr, tu peux avoir des désirs de... Tu sais, si t'as 2 assiettes devant toi et que tu préfères l'assiette remplie de riz plutôt que de pâtes, bien sûr, t'as le droit d'avoir du désir et de prendre la bonne assiette Mais c'est ne pas se concentrer sur l'objectif et ne pas apporter d'attachement, tu vois, en fait.
et être complètement détaché de l'objectif, c'est-à-dire tu vas peut-être avoir un désir d'être restaurateur ou de monter ta start-up, mais soit détaché de l'objectif, si ça ne marche pas, c'est pas grave, tu vois, alors que les gens ils vont en souffrir, ils vont dire mais si j'avais fait comme ci, si j'avais fait comme ça, ou le deuil tout simplement, tu vois, les gens qui vont rester des années dans le deuil, tu vois, j'ai des gens dans ma famille qui souffrent encore de personnes qui sont parties il y a 10 ans, alors que... T'as le sentiment d'incarner, toi, justement, ces principes-là, aujourd'hui ? T'as l'impression, tu vois, là, en étant revenu à Paris, que t'arrives à te détacher des choses, les choses auxquelles tu n'as pas le contrôle, bah, tu te sens totalement libre. Tu sens un impact sur toi ? Ouais, vraiment, après 10 jours, et après la retraite, ils te conseillent de garder, du coup, la technique. Ils t'apprennent la technique pour que tu l'appliques dans ta vie. Et c'est là, moi, où je me suis dit, ok, c'est maintenant que je vais faire le game changer, tu vois. C'est maintenant qu'en l'appliquant dans ma vie, j'avais hâte de sortir du truc pour dire c'est bien beau de méditer, de manger végétarien et tout, mais ça va être le challenge à Paris, tu vois. Ça va être là où les gens ils te blessent, ils te trahissent, où t'as l'environnement qui fait que t'arrives en retard, t'as loupé un truc, ça se passe pas comme prévu. Et je vais te dire, pour l'environnement, j'ai beaucoup plus de facilité à accepter les choses, tu vois, de se dire s'il y a quelqu'un qui arrive en retard, ou l'impatience plus, t'es genre je voudrais ça, je voulais que ça se passe comme ça. J'ai beaucoup plus d'acceptation à me dire de toute façon c'est comme ça, je vais rien changer là. Si tu peux changer la chose et que c'est dans le futur, vas-y fais les choses, mais si tu n'as pas de contrôle, que c'est quelqu'un d'autre, que c'est un environnement, que c'est un lieu, lâche prise. Après c'est beaucoup plus dur, là je vois à Paris avec mes potes, c'est le détachement émotionnel, tu vois, avec les gens. Moi j'ai des amis qui veulent vraiment évoluer là-dedans, dans la spiritualité et tout, et qui sont dans des trucs très bas de fumée, des énergies. Là j'ai passé un mois chez eux, et c'est très dur de se détacher de ça et de ne pas juger, et de juste faire ton chemin à toi, malgré qu'ils soient demandeurs et qu'ils aient envie d'évoluer, et de voir que toi, bah forcément, ça fait 3 ans que tu médites, ça fait 3 ans que tu fais le jeûne intermittent, c'est plus facile de ne pas manger, c'est plus facile de ne pas faire de la compensation émotionnelle, c'est plus facile de méditer 1 heure d'affilée parce que je viens de passer 10 jours à méditer 10 par jour, tu vois, alors que eux, bah, ils vont avoir d'autres difficultés, ils vont avoir mal au dos, ils vont pas avoir envie de faire du sport parce qu'il fait pas beau à Paris, tu vois, des excuses. C'est difficile, et je vois que je juge beaucoup et je suis beaucoup moins détaché que je le pensais, tu vois, parce que t'as envie de changer les gens, t'as envie de leur apporter, de transmettre le truc que t'as appris, mais ça c'est tout le monde dans le dev perso, t'as envie de sauver le monde et de soigner tout le monde, alors que en fait tu te soignes à travers les autres. Mais quand je t'écoute parler, tu t'as pas le comment te dire, mais tu vois, tu sembles très incarné par tout ce qui est spirituel, clairement. T'as été un peu biberonné entre guillemets avec ta maman, tu vois, quelque part. Aujourd'hui, t'as le sentiment que t'as encore plein de choses à apprendre. Tu te sens à quel niveau ? Ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre, parce que en fait mais t'as pas l'impression d'être un ovni ? C'était ça ma question. Ça va. Mais là, je suis plus demandeur. En fait, j'ai eu ma période cet été très spirituelle où t'es entouré que par des gens très perchés. T'es en mode, oh, les gars, on se réincarne un peu, on est dans la matière, tu vois, t'es un peu déconnecté des fois. J'ai aussi le confort, tu vois, de pas avoir besoin de gagner d'argent, enfin, d'avoir assez économisé, d'utiliser intelligemment mon argent. Donc, alors ça, c'est quand même une question, parce que c'est vrai que je vais en avoir sinon par rapport au podcast. Ouais. Là, tu voyages, tu fais des retraites Vipassana, tu reviens en France, là, t'es à Paris depuis un mois, mais c'est vrai que tu vis de quoi, au final ? Je vis intelligemment. Intelligemment. C'est ça la réponse, c'est que j'ai, comme j'ai dit au début, j'ai pas cherché à avoir plus, j'ai cherché à avoir moins. Et quand tu deviens minimaliste, en fait, il reste que le principal, c'est-à-dire manger, dormir, respirer. Bon, respirer, c'est gratuit. Dormir quelque part, c'est très souvent gratuit si du coup, tu es dans cette démarche de je demande et je reçois. Parce que, en fait, c'est vrai que quand j'en parle à des potes sur les 3 dernières années, il y a énormément d'occasions et d'opportunités que pour les gens, c'est incroyable. Mais pour moi, c'est mon quotidien, tu vois, d'être hébergé là, une opportunité qui se dégage là, de ci, de ça. Tu vois, un truc comme là à Paris, j'avais pas d'endroit où dormir, et maintenant chaque fois que je monte à Paris, j'ai une solution. Et moins de vêtements, moins d'achats compulsifs, moins de je mange moins aussi, tu vois, de repas par jour, tu dépenses moins. Après, mais ça veut dire que tu vis sur des économies ? Je vis sur des économies. Quand tu travailles, en gros, t'as fait des économies ? j'ai fait. Moi, je suis indépendant financièrement. J'aime bien préciser ça parce que les gens ils croient qu'il y a un peu maman derrière ou quoi, mais pas du tout. Nous, on a été élevés dans la pauvreté, tu vois, avec un SMIC pour 3 personnes. On n'avait pas trop on pouvait pas acheter des gâteaux quand on voulait. C'est quand on a déménagé dans le sud vraiment que ça a changé ça, qu'on a pu avoir du pouvoir d'achat. Mais on a gardé ce truc simple, tu vois. Là, ma mère elle a un appartement, on a rénové la grange de mes grands-parents.
on vit dans 20 mètres carrés, tu vois. Il y a les toilettes sèches dehors, il y a une douche avec un ballon il doit y avoir peut-être 5 minutes d'eau chaude. Et on a toujours regardé ce truc-là. Et moi, pareil, bah, tu vois, là, même pour le podcast, je me suis dit, putain, je suis encore habillé pareil, tu vois, j'ai toujours la même polaire. Et j'ai passé vraiment, là, ça fait 4 mois que je suis en vadrouille, 4 mois que je suis parti de chez moi. Entre 1 mois à Bali, 2 mois au Népal et 1 mois là à Paris. Bah, j'ai 2 pantalons qu'il faut short, 2 t-shirts et un pull. Et j'ai jamais cherché à être dans le strass, les paillettes, avec des belles chaussures, des trucs. Enfin, j'ai une paire de chaussures par an, ça suffit, tu vois. Après, pour le reste, ben, je le vois, hein, là, ça fait un mois que je suis à Paris, les restos, les coups à boire, ça va très vite. Mais c'est sûr que quand tu voyages, il n'y a pas ça. Parce que quand tu voyages, tu as juste besoin de te nourrir, de dormir. Tu vas pas faire autant d'activités, tu vas pas autant être dans le système qui te bouffe un peu, tu vois. C'est sûr que là, je le vois à Paris, il y a tout qui est cher, il y a le bio qui est cher, dès que tu sors, c'est 5 euros un chocolat chaud, c'est 7 euros une pinte. C'est sûr que ça va très vite. Mais les gens, ils pensent qu'il faut de l'argent pour voyager, alors que il en faut moins. T'as pas tes problèmes de voiture, d'assurance, t'as moins de problèmes en fait. Mais c'est quoi tes projets futurs du coup ? Moins de dépenses. Tu vois, parce que là, on sent que t'es dans une sorte d'instant présent, tu expérimentes, tu vis avec des économies, tu minimalises, donc... je sais pas si c'est minimaliste. Ouais, oui, si, je minimalise. On comprend l'idée. Ouais. Mais c'est quoi du coup tes projets ? Parce que tu disais finalement il n'y a pas de sens dans une vie, il peut en avoir plusieurs. Toi, t'es dans quelle route, quel chemin là pour le futur ? Là, je suis dans le chemin du coup très controversé et ambivalent de ma personnalité, qui est que je retourne dans le système et dans la matrice un peu pour... Dans la matrice. Bah, en vrai, c'est drôle, mais tu sais, les gens, ils me disent, qu'est-ce que tu fous à Paris ? J'ai plein de potes, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fous à Paris, mec ? Ça fait un mois que t'es là-bas. T'es l'antithèse de Paris. Et moi, je suis en mode, mais les gars, je me régale. Je rigole tous les jours. Je rencontre plein de gens. Il y a plein d'opportunités. Mais je suis étonné que ce soit pas tatoué. Ah ouais ? Ouais, tu sais, parce que pour rentrer un peu dans l'archétype du minimaliste qui aime voyager, etc., je t'aurais bien vu avec les bras tatoués, tu vois, parce que t'as les cheveux longs. Bah en fait, si tu veux, ça, c'est une croyance. Déjà, moi, j'ai un peu le truc de je suis vierge de tatouage, tu vois, j'aime bien le délire. J'aime bien le délire où c'est un peu la mode, tout le monde est tatoué, où tout le monde a un petit peu un truc de connerie en soirée qui s'est fait sur la cuisse. Moi, je suis vierge là-dessus. Et au moins, tout ce qui était, même j'ai pas de bracelet, j'ai pas de bijoux, j'ai pas de... Ouais. En fait, je me suis toujours dit ça. Je me suis toujours dit, t'es pas toujours au top. Mais si quelqu'un, une nana, elle est attirée par toi ou t'attires des amis et tout, ils vont t'aimer pour toi parce qu'il n'y a que toi là, t'es 100%. T'es vraiment tu sais, la pierre du sculpteur qui a taillé le dieu stoïque dedans. Je suis ça, tu vois. Il n'y a pas de strass, il n'y a pas de maquillage et de paillettes, tu vois. C'est vraiment, tu me prends comme je suis à Paris. J'ai fait, avant qu'on me passe des Timberland, là j'ai fait 2 semaines en chaussures de randonnée, tu vois. J'allais courir en chaussures Quechua, tu vois, alors que j'ai fait des treks avec. C'est vraiment, tu me prends comme je suis, c'est nature peinture, tu vois. Et pour le tatouage aussi, pour le côté perché, mon ex, elle m'a mis une croyance dans la tête. Elle m'a dit ouais, faut pas se faire tatouer parce que quand tu te tatoues, ça tatoue ton âme. Très bien. Et mon ex, elle m'a mis plein de croyances comme ça et que je garde encore maintenant, mais en même temps, j'ai pas envie de me faire tatouer, donc je m'en fous. Mais c'est marrant parce que là, je viens de comprendre un truc, c'est que je pensais pas qu'on allait parler autant de spiritualité, tu vois. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on te voit débarquer, tu peux très bien être le mec qui fait du skate que un mec qui pourrait être spirituel. C'est juste que tu n'as pas les codes. Tu n'as pas de bracelet, t'as pas un collier, tu vois, du Népal, en mode, faudrait que moi là j'ai un éléphant, donc on peut tout de suite se dire, j'ai un tatouage au bras, j'ai un éléphant, on peut vite faire un lien. T'as le fils de Shiva sur toi. Tu vois, j'ai fait un épisode avec Fabien Olicard, qui est mentaliste, et il expliquait à quel point on peut deviner les gens parce qu'on laisse des signes sur soi. Et en fait, toi, t'as un côté très vierge, effectivement. Donc on peut pas imaginer comme ça que tu reviens du Népal, que t'as fait Vipassana. Alors que si t'avais des bracelets de pierre, que t'avais un petit collier ramené de là-bas, et que t'avais un tatouage, peu importe le tatouage finalement, lotus, tout de suite tu rentrerais dans tout ce que tu viens de nous partager. Alors que non, et j'aime bien cette idée, moi je suis minimaliste, tu vois. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a peut-être ce côté-là derrière de je suis pas identifiable, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi les tatouages, ou même l'apparence physique, tu vois, de pas mettre... c'est vrai que j'ai des colliers, j'ai des pierres, mais je les mets pas forcément. Peut-être qu'il y a un truc, tu soulèves peut-être un point là de caméléon. Moi j'étais beaucoup comme ça à l'école aussi. Je pouvais traîner avec les mecs qui fumaient du shit, et en fait j'étais très bon à l'école, donc je faisais mes devoirs avec les intellos.
Et je peux arriver à Paris, être très street et parler comme un mec. Des fois, on me le dit dans mes vidéos, vas-y, comment tu parles, tu vois. Parce que j'attire aussi des gens très spirituels et très calmes et posés dans leur vie. Et je parle tout le temps en mode frère, tu vois. Mais c'est comme je suis. Et le lendemain, je peux être dans un environnement hyper huppé avec un costard sur mesure et je passe crème, tu vois. Et je vais parler, tu vois, j'ai fait mes études dans la restauration de luxe. Et personne ne savait qui j'étais, tu vois. J'étais un mec qui présentait bien en costard. Et derrière, chez moi, je m'envoyais. J'étais à la salle de sport avec du rap à fond dans les oreilles et très street et tout. J'ai un peu toutes les personnalités. C'est pour ça au début quand tu me dis qui tu es ou même qu'est-ce que tu veux devenir, j'ai pas d'identité propre, tu vois. Je suis en mode je peux être tout et son contraire. C'est un peu ce truc de sortir de la dualité, tu vois. J'écoute beaucoup de Franck Lobvet, je sais pas si tu connais. Ouais, j'adore. Ouais, bah tu qui vois, devrait être bientôt à ce podcast. Ah ouais, bah ouais, on espère. j'adore. On espère, c'est ce truc de la dualité au final quand tu résumes tout à un peu cette croyance que c'est Gaïa, c'est la terre de la dualité, on est là pour expérimenter ça et quand t'en sors, ça t'enlève tellement de filtres. Bah ouais, au final, je peux être généreux et avare, je peux être un enculé total avec des gens et le lendemain être super rayonnant, super, tu vois. Il y a eu beaucoup longtemps cette identité un peu sur les réseaux, j'aimais pas m'enfermer là-dedans, mais très solaire, très je rayonne, les gens ils disaient ouais, il voyage, il kiffe sa vie. Mais le lendemain, j'étais tout seul en train de pleurer dans mon lit, tu vois, personne ne le voyait ça. Ouais. Et maintenant, je suis beaucoup plus entier, tu vois, sur les réseaux, plutôt, bah, tu vois, comme la vidéo qui t'a marqué, plutôt je dis les choses et j'en ai rien à foutre, tu vois, au final. Et très moi-même, en fait, très dans une soirée, je peux être très calme, et le lendemain, tu me vois l'extraverti, le lendemain, je suis le mec ultra spirituel qui se met à tirer les cartes en pleine soirée. Je l'ai fait ça au Népal avec un jeu de cartes normal. Je disais ça pour rigoler, et en fait, je disais ce que mon intuition ou ce que je ressentais des gens, mais ils croyaient que je disais les cartes, mais ils le savent même pas encore maintenant que j'ai jamais lu les cartes de ma vie, tu vois. J'ai juste dit ce que je pensais d'eux, et si ça leur parle, tant mieux, tu vois. Ouais. Je peux être ouais, comme tu dis, spirituel ou sortir. Et là, c'est bien, ça me réancre bien à Paris. C'est des potes, ils sont un peu dans les énergies aussi. Pas au même stade, mais on rigole, tu vois. Il y a toujours eu ça. Ma mère m'a toujours dit la joie, c'est l'essence, tu vois, c'est le moteur. Si t'as une voiture et que t'as pas d'essence, tu vas aller nulle part. Il faut garder la joie. Moi, cet été, j'étais dans des trucs très spirituels ou très sérieux, tu sais, aussi, genre, on médite, on rigole pas. Mais non, viens, on rigole au cornet, tu vois. C'est ça qui va nous faire que si tout le monde. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, la joie. Et c'est un truc depuis tout petit que j'ai ce truc d'humoriste, de stand-up, d'orateur, tu vois. J'ai toujours fait rire, j'étais le mec qui faisait rire à l'école et tout. Faut garder la joie parce que sinon tu tombes dans le piège après. T'es quoi, t'es maussade, t'es aigri. Et moi je suis très aigri de base, donc heureusement que j'ai de l'autodérision. Mais là quand tu parlais de détachement, tu vois, je suis très très aigri, je juge beaucoup moi. On croit pas comme ça, mais à travers les vidéos, mais là je le vois à Paris, je suis avec des gens, je juge beaucoup, je critique beaucoup, je suis très dans la division, tu vois, alors que à côté de ça, je peux être très rayonnant, très solaire, et quand quelqu'un va critiquer, je vais toujours amener la compassion, dire mais non, mais tu sais, il est aussi comme ça, alors que moi, je le fais même pas moi-même. Mais c'est important, la joie et l'autodérision, et moi, tu peux me clasher, tu peux me dire ce que tu veux, je vais toujours en rire parce que sinon c'est fini, tu vois. La vie, elle est finie. On est terni, on est aigri. Et puis, Je trouve que tu soulèves un point qui est très, très important pour le coup, et qui me parle d'autant plus que j'ai fait une cure cacao sacrée en début d'année pour reconnecter à la joie. Et que je trouvais que le cacao était prétexte, parce que je peux pas vraiment dire que ça a fait quelque chose, mais le fait de méditer tous les matins pour reconnecter à comment je peux être dans la joie dans la journée, ça c'était utile, tu vois. De ouf. On arrive à la fin parce que j'avais vraiment déjà. 1 heure. Ouais, bah ça passe vite. J'ai une question signature du podcast qui est: qu'est-ce que t'as osé de plus grand? T'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand? Enfin, j'aurais envie de te dire la phrase bateau, j'ai osé être moi-même. Mais je peux aussi en trouver une autre. Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand? Sachant que, je le précise toujours, oser de plus grand, c'est pas me dire que. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de faire. Qu'est-ce que toi, en fait, t'as su que. Waouh, ça a été compliqué pour toi. C'est pas obligé que ce soit grand pour les autres, mais grand pour toi, en fait. Je pense que la chose la plus grande, c'est que j'ai osé être honnête avec moi-même. Ouais. Et ça, c'est ce qui manque un peu dans ce monde, je trouve, de faire face un peu, tu vois, à ce que tu ressens, à tes travers, soigner tes blessures, avancer, tu vois. Pas être trop dans le déni. Tu vois, on le sait que c'est bon, on est en 2024, l'écologie, il faut bien manger, il faut faire du sport. Tu peux être malhonnête avec toi et aller au McDo et pas faire de sport, mais tu sais, quand t'es conscient et que juste t'es honnête avec toi, tu peux plus faire semblant, tu vois. Tu peux plus faire semblant de dire ah mais non, mais ça c'est à cause de ça, ou
Tu peux plus remettre la faute sur l'extérieur et trouver des excuses parce que tu restes médiocre quand tu fais ça et t'avances pas. Et c'était un peu j'aime bien cette image de l'eau, tu vois. Ma mère elle m'a toujours dit sois comme l'eau, tu vois. L'eau elle est toujours en mouvement, elle dévale tout le temps la rivière, la cascade, le fleuve, le torrent. Et s'il y a une pierre, elle polit la pierre, elle passe outre ou elle contourne le tronc, tu vois. Et j'ai compris ça récemment là quand je marchais au Népal, je disais c'est vrai que les flaques d'eau c'est toujours boueux, c'est toujours un peu marécageux parce que ça stagne en fait. Et l'eau qui stagne, c'est la pire. Quand l'eau stagne, elle pourrit en fait. Et je me dis en fait les humains, bah déjà on est constitué à 70% d'eau. Si tu stagnes dans la vie, bah en fait tu vas pourrir et tu vas rester dans ta miséricorde, dans ta misère tout court. Et en fait, sois comme l'eau, mais sois honnête avec toi-même. Parce que tu sais au fond ce que tu veux, tu sais qui tu veux être, tu sais tes aspirations. Tu vois, les gens ils osent pas se l'avouer. Les gens ils osent pas parler franc. C'est ça que les gens ils aiment bien chez moi. Tu vois, je parle franc, je dis les choses et je suis très honnête. À Paris, ça choque pas mal. Tu vois, je dis les choses tac tac tac. Et t'es méchant, tu vois. Non, je suis pas méchant. Je dis ma vérité dans tous les cas. Si je pense ça de toi, si ça te blesse, c'est ton problème. Moi, je dis ce que je ressens, tu vois. Et sur l'environnement, sur l'extérieur, sur la spiritualité surtout, je vais garder mes idéologies parce que qui va y croire à part moi, tu vois. Et il faut rester soi-même, ouvert, mais faut que tu défendes tes croyances comme personne, tu vois, parce que c'est qui tu es, c'est ce qui te définit. Et voilà, tout simplement, j'ai osé être honnête avec moi-même pour dire vas-y, là ça va pas, je vais faire les choses, tu vois, ancrées dans la matière. Il y a beaucoup de trucs dans le développement perso. Il faut ancrer les actions dans la matière, tu vois. Si tu lis 14 livres de dev perso par mois, que tu écoutes 40 podcasts et que tu es en train de faire des méditations avec de l'encens et du Palo Santo et tout, si quand l'occasion elle se présente, tu fais pas ce qu'il faut faire, c'est que du vide. Il y a l'invisible dans la vie, mais aussi on est incarné, on est ancré sur Terre, tu vois. Il faut mettre des actions. Et ça, je le dis beaucoup dans la spiritualité, c'est on peut être dans les nuages, mais garder les pieds sur Terre, tu vois. Ça veut dire si tu vibres l'abondance, le moment où l'occasion se présente où tu peux recevoir de l'argent et tout, il faut dire oui, sinon tu casses la vibration que t'aimais. Donc oser être honnête avec soi et oser être soi-même tout court. Je pense qu'on peut d'ailleurs terminer ce podcast par l'imagerie de la flaque d'eau, qui en fait pourrit quand ça ne bouge plus. Ouais, c'est ça. Et cette idée de mouvement dans tous les cas, d'honnêteté avec soi, mais d'honnêteté pour bouger vers qui on est et qui on veut devenir. De bouger et de changer avec franchise, pas dans le déni. Et pas pour fuir aussi. Mais ça rejoint ce truc d'arroser l'herbe sous nos pieds, quoi. Du coup, on peut te retrouver sur ton Instagram, Johan avec un J. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui douteraient. TikTok aussi. Tu sais que ça m'est TikTok aussi, ouais. Ça m'est arrivé, on a un running gag avec mes potes, il y en a qui m'appellent Johan avec Unj. Ils ont cru que c'était mon nom de famille ou je sais pas. Et même mon pote. Non, c'est trop drôle. Du coup, ils m'appellent comme ça mes potes maintenant. Et TikTok aussi, peut-être bientôt un YouTube dans mes voyages, peut-être un podcast, peut-être un livre un jour. Je vais, on n'a pas pu répondre à la question, mais je vais en tout cas faire le maximum pour retourner dans le système, dans la matrice et ressortir des choses plus dans la matière et pas juste errer comme ça dans le monde, apporter des solutions aux gens, plus ancrées, quoi, plus dans la matière. Je vais mettre tous les liens dans la description, donc les gens qui voudront suivre ta reprise dans la matrice. Ouais, c'est ça. Et voir comment tu vas évoluer. Franchement, comme ça tu reviendras nous dire parce que c'était trop court et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire avec toi. Donc, carrément. Ouais, c'est vrai que là on a fait 10%, même pas 5% de ce qui est possible de dire. Ouais. Mais c'est très bien parce que c'était très axé dev perso et c'est cool. Ouais, je pense. Je pense que les gens en ont retiré des choses intéressantes, moi en tout cas. Ça fait plaisir, c'était le but. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que l'interview avec Johan a pu te plaire. En tout cas, moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que Johan, je le connaissais pas. Je l'ai découvert sur Instagram au détour d'une vidéo. Et c'est vrai que j'avais adoré son approche sur la spiritualité. J'ai adoré son franc-parler. Et je trouve que c'est ce qu'on retrouve dans cet épisode. Et je trouve que la spiritualité, entre guillemets, on peut l'écouter par des grands sages, par des gourous, entre guillemets. Et je mets vraiment des guillemets derrière ce mot, mais on peut aussi l'écouter par des jeunes, par des gens qui ont à peine la vingtaine, en l'occurrence pour Johan, et qui vraiment arrivent à incarner
cette spiritualité, trouver le sens dans leur vie ou ne pas le trouver et aller le chercher et passer à l'action. J'ai adoré quand il a parlé de cette histoire d'eau qui est stagnante quand elle reste dans une flaque. L'idée de ne pas rester dans cet immobilisme, avancer, en tout cas essayer, tenter la spiritualité, oui, mais la spiritualité incarnée dans une vie réelle, dans cette vie tout simplement faite de matière. Et vivre, n'est-ce pas le but de la vie aussi, vivre parce que vraiment c'est une vie incroyable que l'on a là si on prend conscience tous les jours de la chance que l'on a. À très bientôt, n'oubliez pas 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est vraiment une aide primordiale pour ce podcast gratuit et entre guillemets, voilà, c'est le petit geste que vous pouvez faire pour moi et qui compte énormément pour l'évolution de ce podcast. Ça prend qu'une seconde, donc c'est surtout ça, une toute petite seconde et un petit commentaire, c'est adorable, j'adore vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt. Instagram Osé by Nico aussi, si tu veux voir les vidéos pépites de l'interview. Allez, à très bientôt pour une autre interview. Salut!